pendant 1 heure de la façon dont on peut faire rêver les internautes avec différents types de produits. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis j'ai 2 experts du sujet parce qu'ils ont réussi à le faire. Patrice, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc je m'appelle Patrice Cassard et j'ai j'ai créé deux sociétés, lafraise.com qui vendait des t-shirts, qui a été créé en 2003 et revendu en 2006 au groupe Spreadshirt, un groupe allemand. Et en 2009, j'ai créé Archiduchesse qui vend des chaussettes fabriquées en France et que j'ai revendu aussi il y a 1 an et quelques. Voilà. La fraise, en 2 mots, est-ce que tu peux rappeler le principe? Le principe, c'était qu'il y avait des graphistes postaient des visuels sur une sorte de galerie et l'ensemble des visiteurs du site votaient pour ces visuels. Nous, on imprimait les mieux notés à 500 exemplaires et on les mettait en vente sur le site. Très bien. Grégoire? Bonjour, donc moi je suis Grégoire Monconduit, j'ai créé avec mes 2 associés une société qui s'appelle Rosemood qui fait des faire-part en ligne. Donc on fait principalement des faire-part de naissance et des faire-part de mariage. On a créé le site fairepartnaissance.fr il y a 4 ans à Paris et on s'est expatrié à Nantes il y a 2 ans maintenant. Donc au départ on était 5 personnes à Paris et puis aujourd'hui on est 40 maintenant à Nantes. On a même internalisé l'impression, donc on a une partie service client et graphisme qui est ici, tout près d'ici d'ailleurs, et puis une partie imprimerie qui est à Treillères, donc en banlieue nord pour les Parisiens. Voilà. Tu as créé ça quand En fait, on a créé la société en 2007, mais on a d'abord fait des choses qui ont pas marché, puis le site qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est 2010. Ok. À quel moment est-ce qu'on se dit qu'on va vendre des faire-part sur Internet? C'est quoi l'idée à la base? D'où ça vient? Et je poserai la même question sur à quel moment est-ce qu'on se dit on va vendre des chaussettes sur Internet? En fait, nous, c'est un peu particulier parce que j'ai pas eu cette idée depuis que je suis tout petit, pas du tout. Au départ, en fait, on voulait faire un système d'annonces familiales en ligne, en fait. Et donc, on avait fait un site où les gens publiaient en ligne leur faire part de naissance, de mariage, de décès aussi, il y avait tout, hein, pour avertir leur communauté qu'il s'était passé quelque chose dans leur famille. Et donc, voilà, on s'inscrivait, on disait dans quelle ville on avait vécu, dans quelle boîte on avait travaillé, etc., etc. Et on recevait, par un système d'alerte, les annonces qui nous concernaient, en fait, qui concernaient notre parcours de vie, on va dire. Bon, voilà, ça c'était une idée, mais qui a complètement foiré, on n'a rien fait avec ça. Mais en revanche, on était déjà sur le faire-part virtuel, on va dire, on était sur le faire-part, donc en termes notamment de référencement, on se battait contre des sites qui faisaient du faire-part papier, quoi. Donc ça nous a amené à nous intéresser à ce métier-là. Et puis en parallèle, nous on avait, moi j'ai des enfants, j'en ai 4 maintenant, et donc je m'étais posé la problématique de faire des faire-part à l'époque, et j'avais rien trouvé de satisfaisant en fait qui me convenait à moi à l'époque sur Internet. Donc les 2 événements conjugués ont fait qu'on s'est dit à un moment, de toute façon, voilà, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien, on n'avait plus de développeurs, on n'avait plus que des heures d'insomnie à gérer, et donc on s'est dit qu'on allait faire des faire-part papier. Mais des jolis faire-part. C'est ça qui nous a animés. En fait, on s'est dit on va créer un site qui vend des jolis faire-part, des faire-part tels qu'on aurait aimé les avoir et pouvoir les faire en ligne. Voilà. Patrice, à quel moment est-ce que tu t'es dit tiens, je vais vendre des chaussettes sur Internet? Eh ben, en fait, ça s'est fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que le fabricant historique d'Archiduchesse, c'est un Français qui est installé à Limoges, qui a reçu en héritage en fait une usine de fabrication de chaussettes et qui était client de lafraise.com, le premier site que j'avais. Et au moment où j'ai vendu, on est allé le voir avec ma femme. En fait, on est allé visiter l'usine. Il nous avait contacté parce qu'il voulait faire des produits. Il voulait vendre en fait au départ des produits associés au t-shirt. Et puis finalement, j'ai vendu. On est allé le voir. Et puis on a vu les machines qui lui restaient. À l'époque, il lui restait 3 ou 4 machines, je crois, en France. Et c'était un peu en train de mourir. Enfin, la production était en train de mourir. Et puis on est rentré à la maison. On a réfléchi à tout ça. On a fait un apéro un soir avec mon beau-frère et ma femme. Et on a trouvé en fait, le nom Archiduchesse, ça nous est venu comme ça.
Et on a regardé, c'était disponible à l'INPI, on a racheté en fait les noms de domaine. Et puis après, on est parti à la suite de la vente, on est parti en Guadeloupe pendant 1 an et quelques. Et le projet est resté comme ça, un peu morné. Voilà. Donc on avait le nom, le fabricant, et en revenant de Guadeloupe, on est reparti sur le projet le plus simple qu'on pouvait mettre en place, c'est-à-dire celui-là. On avait la fabrication, le nom, on a fait créer un site et on a trouvé le concept de décliner en couleur en fait les produits, parce que ça n'existait pas en retail. Et voilà, et ça a commencé comme ça en fait. Donc c'était pas un souhait de départ de vendre des chaussettes. Mais alors, au moment où on se lance, c'est quoi le processus? Parce que c'est un produit, évidemment, qu'on connaît tous, les chaussettes. C'est quoi la démarche parce que les chaussettes, on les achète en supermarché, en boutique de vêtements. Et du coup, comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que l'offre va être différente et de sortir un peu du lot, en fait? Alors justement, c'est ça en fait. Il faut faire en sorte que l'offre soit différente. C'est-à-dire que Internet permet, si on est pure player, si on vend que en ligne, Internet permet justement de casser des mécanismes, certains mécanismes du retail, et notamment en fait le fait de vendre les chaussettes dans 50 ou 60 couleurs. C'est quelque chose qui est totalement impossible pour le retail. C'est-à-dire que jamais ça fonctionnera. Et les fastings que ça demande ou le stock que ça demande pour chaque revendeur est pas gérable. Donc ce concept-là, il est possible uniquement sur Internet. Et du coup, c'est une forme de démarcation et ça permet de redonner du choix aux clients. Et du coup, ça fonctionne sur ce principe-là. Grégoire, pareil, tu disais que à l'époque où tu faisais du faire-part virtuel, tu te battais contre des gens qui faisaient du faire-part papier. Quand tu décides, toi, de te lancer dans le faire-part papier, qu'est-ce que tu fais pour essayer de sortir du lot et arriver à ce que Rosemood est aujourd'hui? En fait, d'abord, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de faire des beaux faire-part. Donc vraiment, tout ce qu'on a mis sur le site au départ, c'était des designs qu'on trouvait, nous, canons. Enfin, j'en ai préparé quelques-uns, là, ce qui peuvent, pour vous donner une idée. Enfin, bon, moi, personnellement, je les trouve super bien, mais voilà. Et c'est des choses qu'on aurait vraiment pu acheter, nous. Là, vous allez voir juste la home, et puis ensuite quelques modèles. Donc on s'est vraiment focusé sur le produit à fond. Donc d'abord le design du faire-part, hyper important, que des choses qu'on trouve superbes. Ensuite les papiers, parce que évidemment nos concurrents faisaient des faire-part, mais sur des papiers que nous on trouvait pas qualitatifs. Donc on a longtemps cherché des beaux papiers, des papiers épais, des papiers avec un beau toucher, des papiers qui sortaient bien aussi évidemment avec les imprimantes numériques d'aujourd'hui. Donc ça c'était pas évident. C'est des papiers qui coûtent plus cher que les papiers de nos concurrents, mais on s'est dit que c'était ça qu'on voulait faire. Les formats aussi, on a un peu innové sur les formats. Et puis, même, ne serait-ce qu'en méthode d'impression aussi, aujourd'hui, avec notre atelier qui est internalisé chez nous, qui était une vraie logique, c'est-à-dire de maîtriser notre produit. Au début, on l'externalisait, donc certes, notre imprimeur, il nous a accompagnés, il a vraiment cartonné, c'est grâce à lui qu'on a pu progresser aussi. Mais à un moment, on s'est dit, nous, on veut maîtriser notre produit, c'est ce qu'on vend, le faire-part. Donc c'était assez logique qu'on le maîtrise. Et maintenant, ça nous permet aussi d'aller assez loin dans les méthodes d'impression, d'être beaucoup plus exigeant. On paye plus cher nos consommables, on paye plus cher nos papiers, on prend plus de temps à faire de la maintenance. Donc tout ça, c'est un peu moins productif, entre guillemets, mais aussi, au final, on sort quelque chose de plus beau. Voilà. Et ça, c'est ce que nos clients achètent aussi. Mais donc ça veut dire que la clé, elle est là. On discute ce matin de comment est-ce qu'on peut rendre ces produits un peu sexy sur Internet. Ça veut dire que d'abord, le produit, à la base, il faut qu'il soit le meilleur possible, évidemment, quoi. Oui, absolument. Et alors nous, au-dessus de ça, en plus, on a rajouté du service à fond. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait un peu comme nos concurrents les toutes premières semaines. Quand vous faites un faire-part chez nos concurrents, voilà, vous personnalisez votre faire-part en ligne et ça génère un fichier PDF haute def qui peut être imprimé directement. Et c'est ce que la plupart de nos concurrents font, ils impriment directement. Le problème, c'est que du coup, il y a des fautes d'orthographe dans un faire-part sur deux, il y a des photos qui ne sont pas jolies, etc., etc. Donc nous, on a mis en place tout un process de service, mais complètement dédié à la qualité du produit fini pour le client. Parce que nous seulement, on vend des jolis designs, mais en plus, c'est des trucs qui sont personnalisés par le client. Donc le client fait son produit avec nous. Et donc nous, on s'assure que ce produit va vraiment être canon pour le client, d'autant plus que c'est du faire-part, il y a une forte valeur émotionnelle, c'est super important. Donc du coup, il ne le savait pas forcément au départ, d'ailleurs, notre client, mais on va vérifier toutes les fautes d'orthographe, on va corriger les coquilles, on va proposer une nouvelle mise en page de texte si on considère que c'est nécessaire, on va retoucher la photo. Et tout ça, c'est des services que les concurrents ne font pas, qui coûtent cher, c'est clair, du coup on marge moins que nos concurrents,
Mais en termes de qualité finale, c'est vraiment canon. Et à quel moment c'est venu, ça, cette idée de dire... je pense que le premier jour où tu as commencé à faire des faire-part sur Internet, tu n'avais pas toute cette offre de service. À quel moment est-ce que c'est venu et est-ce que tu considères vraiment qu'aujourd'hui, c'est ça la force aussi de la marque et du succès? En fait, c'est venu dès les toutes premières commandes. En fait, au départ, on avait quoi, deux commandes par jour. Donc les clients, on les harcelait, qu'on leur demandait ce qui s'était bien passé, etc. Tout va bien, madame. Et puis il y a des clientes qui nous ont dit, bah non, c'est pas terrible. Franchement, l'impression est pas top, etc. Donc évidemment, on a réimprimé gratuitement. Et puis avant de le réimprimer, bah, on retouchait la photo pour que ce soit super bien. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait le faire à chaque fois pour s'assurer que le faire-part fini soit absolument parfait. Et donc, un moment, on a fait une réunion stratégique avec Antoine et Hélène. On en était à 4 commandes par jour. Tes cofondateurs? Oui, exactement, ouais, mes cofondateurs. Et on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on pérennise ce process? Donc certes, on va embaucher beaucoup plus que prévu, mais au moins, on aura un produit parfait. Et donc, on a décidé ça. Voilà, c'était vraiment complètement intuitif, qu'on n'a pas calculé, on n'a pas mesuré la charge salariale que ça représentait, etc. On l'a fait. Et on est content de l'avoir fait. Un, parce que le produit est beau, maintenant, et ça, c'est une garantie. Et deux, parce qu'en plus, on crée plus d'emplois que prévu, donc c'est très bien aussi. Voilà. Et puis, il y a un dernier truc, pardon, c'est juste l'état d'esprit général, c'est-à-dire que non seulement il y a cette volonté de retoucher le faire-part pour que le produit fini soit vraiment parfait, mais il y a aussi l'état d'esprit de l'équipe, que ce soit au service client ou au graphiste, enfin, on se met vraiment dans une dynamique où on veut choyer le client, on fait comme si c'était le faire-part de notre meilleur ami. Et si un faire-part est loupé, ça nous prend à l'estomac, quoi. Donc on les choix, on s'est organisé en petite équipe hyper réactive pour que chaque client soit choyé, et l'impression d'être choyé, mais le soit vraiment, et qu'il y ait une petite équipe qui s'occupe de lui, de son faire-part. S'il veut adapter quelque chose, on le fait, il n'y a pas de problème. S'il veut faire un truc un petit peu différent de ce qu'on a en ligne, on peut le faire aussi. Comme ça lui permet d'avoir vraiment son produit. En fait, on fait rêver avec nos produits, mais nos produits, en fait, les clients les font avec nous aussi. Donc ça leur permet aussi de participer à ce rêve. Patrice, la démarche a été un peu la même chez La Fraise et Archiduchesse. T'avais pas, tu m'arrêtes si je dis de bêtises, mais je pense que tu n'avais pas de service autant personnalisé pour tes clients, parce que les produits n'étaient pas uniques, c'était des séries. Mais l'aspect communautaire autour de ces deux marques a été hyper important, et le dialogue avec les gens, la conversation sur les blogs et les réseaux sociaux est quelque chose d'important, et ça me semble assez lié à ce que disait Grégoire en fait. Oui, mais parce que c'était un moyen de faire connaître les produits ou le site. Donc effectivement, aussi bien pour La Fraise que pour Archiduchesse, j'avais un blog qui avait été créé en amont même de la société, ou de l'existence en fait du site. Et du coup, ça fédérait en fait, c'était un point de départ pour fédérer une communauté entre guillemets autour du projet. Et puis voilà, la communication se faisait, ou se fait encore d'ailleurs sur Archiduchesse, de façon extrêmement naturelle. C'est-à-dire que je parlais vraiment, enfin, il y avait mes doutes, ou mes projets, ou les projets de la société. Je communiquais même sur le chiffre d'affaires. Et ça permettait aux gens de s'approprier en fait la marque, et d'avoir un vrai droit de regard en fait sur ce qu'on faisait, ou sur les projets éventuels. Par exemple, à un moment, on a évoqué la possibilité de délocaliser la production pour Archiduchesse. C'était une question qu'on se posait, donc en baissant les tarifs et en délocalisant en Turquie. Et les retours qui ont été faits, enfin, il y a eu, je sais pas combien, des centaines de commentaires sur le blog, et c'était clairement non, les gens ne voulaient pas. Donc du coup, on l'a pas fait. Donc c'est clé, ça a été clé dans le succès. Autant chez Grégoire, le service finalement, c'est ce qui a permis de développer la qualité des produits, et puis le lien avec la marque, et aujourd'hui le succès de la gamme de produits. Cette conversation là, dès le départ, même en amont du lancement, ça a été déterminant pour le succès de la marque. Oh oui, en fait, mais ça, c'est des fondamentaux du commerce. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit bien, il faut que le service apporté au client soit au maximum de ce qu'on peut faire. Il faut que le colis, quand il arrive, soit une surprise en fait pour le client, et qu'il ait l'impression qu'on l'a gâté plus que prévu. C'est tout un, enfin, il y a plein de fondamentaux qu'il faut respecter si on veut que ça marche. Ça c'est vraiment la base. Enfin, c'est la base du. Il faut que le client qui achète les chaussettes soit content de ce qu'il reçoit, sinon il ne recommandera pas.
Effectivement, c'est la base, mais est-ce qu'on n'a pas tendance parfois un peu à l'oublier sur Internet? Et aujourd'hui, si vous êtes là pour parler, c'est que vos deux entreprises peuvent être considérées comme des succès dans ce secteur-là. Un des messages qu'on peut faire passer ce matin, c'est ça, c'est n'oubliez pas les fondamentaux, même quand on est sur Internet. C'est du commerce avant tout, et les fondamentaux du commerce sont importants. Ce qu'il y a, c'est que on n'a même pas besoin de le rappeler, parce que si on oublie les fondamentaux, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que c'est un prérequis, c'est pas négociable. C'est ça où rapidement, en fait, les gens vont se rendre compte que voilà. Donc, Grégoire, tu es d'accord? Très bien. Donc on a vu deux exemples ici, des faire-part, des chaussettes. Est-ce qu'on peut vendre n'importe quel produit sur Internet aujourd'hui de cette façon un peu sexy qui fonctionne? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, Fabrice, toi tu tiens un site qui s'appelle Need, qui rassemble beaucoup de boutiques. Qu'est-ce que tu vois passer du coup dans ta veille un peu Je vois passer quotidienne? beaucoup de produits, mais par contre, je pense qu'on peut pas tout vendre. Enfin, on peut pas rendre tous les produits sexy. C'est-à-dire c'est une démarche en fait qui est inverse. C'est-à-dire que il faut. Je pense que ce qui fonctionne et ce qui finit par être sexy, même en prenant un produit qui l'est pas au départ, c'est quand le concept il a été pensé pour le web. C'est-à-dire que si on est fabricant de boulons ou de clous, ça va être très compliqué en fait de rendre ce produit sexy, puisque c'est un produit qui a une utilité et qui est pas en fait. On peut rien. Consommable. C'est du consommable. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à créer une communauté autour du clou ou du. Et donc, du coup, ceci dit, il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt de créer une communauté autour de la chaussette, mais c'est plus autour de la création d'entreprises ou de petits e-commerce que se fait le truc, quoi. Mais je pense que c'est pas duplicable surtout. Grégoire? Ouais, carrément. J'ajouterais juste que, en fait, certes, il peut y avoir des produits pas du tout sexy, mais au moins, si au moins l'équipe qui vend ce produit, et on se reconnaît dans cette équipe, si elle apporte quelque chose, un message, une valeur, de l'humour, quoi que ce soit, auquel on peut s'identifier, du coup, ça peut un peu plus rendre sexy l'acte d'achat, en tout cas, et voilà, et donc convaincre le client. Vous avez vu passer des produits du quotidien sublimés un peu par un marchand un peu génial et qui a trouvé le bon angle? Ma question, elle est hyper difficile, mais Non, mais en fait, il y a plein. Après, il y a plein d'axes où il y a. Enfin, il y en a un qui est super connu en ce moment. Ça s'appelle le slip français. Enfin, lui, il a une approche qui est différente, c'est-à-dire qu'il a un produit au départ qui est encore moins sexy que la. Enfin, en théorie, moins sexy que la chaussette. Et parce que c'est quand même du slip kangourou, quoi. Et il arrive en fait. Enfin, lui, il a une telle force de conviction, et une telle maîtrise de la communication que du coup, il passe partout. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être créatif aussi. Le slip français, c'est le bon exemple pour ça. Je pense que beaucoup de gens ont vu ces vidéos avec les œufs, etc., qui ont beaucoup tourné et qui ont beaucoup fait parler de la marque aussi à son lancement. Le côté créatif est hyper important quand on veut vendre ce type de produit sur Internet. En fait, je pense que c'est des stratégies obligatoires quand on n'a pas le budget de communication des gros e-commerçants ou des gros groupes. On est obligé de trouver des alternatives en fait pour se faire remarquer. Donc ça peut être soit le concept en lui-même, ça peut être la façon dont on communique comme Guillaume, il me semble. Et donc voilà, il faut trouver des solutions pour faire émerger en fait son produit du lot, qui devient de plus en plus important. Grégoire, à part les slips, t'as vu passer des produits un peu étonnants qui sont bien vendus sur Internet? Non, je suis désolé, j'ai pas cette veille, je suis nul pour ça, donc pas du tout. Mais en fait, simplement, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Patrice disait que nous, on a tellement priorisé sur le produit et le service qu'on n'a rien fait en com, et on commence à peine à faire des choses en com. Et je dis pas du tout on est un exemple, c'est génial, mais simplement on a réussi à vendre, et on a réussi à convaincre des clients et à grossir sans com. Simplement parce comment que les gens arrivent chez toi et comment est-ce qu'ils connaissent Rosemood alors? En fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le bouche à oreille.
Donc, Oui. nous, sur nos faire-part, il y a en tout petit, pour que ce soit discret, mais il y a quand même le nom de notre marque, donc Atelier Rosemood, ce qui permet de convaincre des clients, enfin les amis de nos clients, de venir chez nous. Et puis, le référencement naturel, tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Et alors, tu dis que maintenant, tu vas commencer à communiquer, parler un peu de vous. Tu as en tête les différentes actions. Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce sujet-là Non, c'est pour ça que je suis ravi d'être à côté de Patrice, parce qu'il a tout à m'apprendre. Non, en fait, nous, notre croissance maintenant, la grosse croissance, elle est vraiment derrière nous. Donc, si on veut vraiment continuer à croître, hier, il y avait Oussama qui disait qu'il fallait être obnubilé par sa croissance. Bah ouais, je le suis, mais simplement, j'y arrive pas. Donc maintenant, il faut que je trouve d'autres moyens. Donc, la communication, ça en fait partie aussi. Et comment faire en fait, je pense que déjà, il faut être naturel. De toute façon, ça c'est super important, transparent, pas raconter de bêtises. Nous, on a tous les témoignages qui sont sur notre site, ils sont tous authentiques, bons ou mauvais. On répond aux mauvais, évidemment, et ce qui est important, c'est de montrer qu'on réagit, pas montrer qu'on se plante jamais, mais montrer que quand on se plante, on réagit. Et après, si on peut trouver des choses marrantes, c'est encore mieux, mais là, c'est tout un métier, quoi. Ouais. Et justement, on est en 2014. Tu avais lancé la fraise en quelle année, Patrice? En 2003. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quels vont être un peu les canaux, les actions incontournables pour, tu vois, si tu devais donner un premier conseil, une première action pour Rosemood, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse lundi en rentrant au bureau aujourd'hui en 2014? Non, j'ai pas de conseil particulier. C'est super dur comme question, mais non, mais plus largement, pas spécialement pour Rosemood. Je pense il faut l'interaction avec les clients potentiels ou les clients existants sur Twitter, Facebook, etc. C'est des incontournables maintenant. On peut pas passer à côté. C'est impossible de pas surveiller ce que disent les gens. C'est impossible de pas réagir quand quelqu'un dit quelque chose sur la marque. Mais ça devient de plus en plus technique en fait et de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'on passe du statut de marchand à celui de. Enfin, il faut avoir toutes les casquettes et c'est pas forcément évident pour tout le monde de gérer ça. Est-ce que ça veut dire que ça devient indispensable aujourd'hui pour un marchand d'avoir ce type de compétences dans son équipe? C'est à moins d'avoir un produit exceptionnel qui se vend tout seul, oui. Et pour peu qu'on fasse beaucoup de ventes, de toute façon c'est indispensable puisqu'il y aura des retours des clients. Donc, Ok. Je crois savoir, Patrice, qu'en ce moment justement tu es à la recherche d'un nouveau concept comme ça à relancer, parce que là aussi tu en parles sur ton blog, etc. Ouais. Alors, quelles sont les différentes étapes? Par quoi est-ce que tu passes maintenant? Et qu'est-ce qui est nouveau par rapport aux différentes expériences que tu as pu lancer avant? C'est très en amont, hein, je le sais, donc tu n'as peut-être pas la réponse. Non, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas de projet en particulier, mais ce que je constate par contre, c'est que ça c'est. Parce que l'objectif est d'arriver à ça, d'arriver à un produit qui va faire rêver les internautes et reproduire, on te le souhaite en tout cas, le succès de la fraise et d'Archiduchesse. L'écosystème n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, il y a tellement de gens qui créent des marques, des produits, des boutiques, que ça devient très compliqué de sortir du lot et d'avoir, déjà de trouver le produit, parce que quasiment tout est vendu, tout est vendu et plus ou moins bien vendu. Tout existe plus ou moins déjà. Et après, de trouver le concept associé, c'est de plus en plus difficile. Donc les clous, toujours pas? Non, pas de clous. Non. En fait, il faut. Moi, ce que j'aime faire, mais après c'est personnel. J'aime bien trouver un concept. J'aime bien identifier un produit ou trouver un fabricant et associer à ce produit un concept qui permet justement de ne pas avoir à faire de com et que le concept en lui-même soit un vecteur de communication et soit diffusé, se promène de personne en personne sur les réseaux. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut essayer de donner aux gens. C'est finalement, il y a au-delà du produit en lui-même, il y a tout ce qui va entourer le produit et en amont. Oui, il faut par exemple, le concept d'Archiduchesse, c'est de vendre les chaussettes dans 50 couleurs. Ça n'existe pas. Et c'est ça, en fait, c'est le point qui va faire un des points qui va faire que le nom de la marque va circuler. Mais c'est un ensemble, il faut que le nom soit bon, il faut que les produits soient bons, il faut que le site soit joli, il faut que les photos produits mettent bien en avant le produit, qu'on le voit vraiment presque mieux que si on le voyait en vrai, qu'il y ait un vrai effort de présentation et
Effectivement, et si on réunit tout ça, on a peut-être une chance que la communication se fasse gratuitement par la propagation en fait, des premiers clients ou de ceux qui voudraient être clients, etc. Quel est l'impact je vais mettre des grosses guillemets, du monde réel sur la capacité à faire rêver les gens sur Internet? Je sais que tu avais ouvert une boutique, par exemple, pour Archiduchesse, pardon. Forcément, il fallait que je bafouille sur ce mot, c'est le principe. Est-ce que ça fait partie aussi d'un concept? Est-ce que ça peut porter la marque sur Internet et en faire parler ou pas? En fait, c'était pas vraiment une boutique. On avait les locaux qu'on avait pour travailler, c'était une boutique physique. Donc ça ressemblait à une boutique. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose à faire pour l'ouvrir et que les gens puissent passer prendre des chaussettes. Mais ça n'a jamais été vraiment une boutique physique avec un vendeur, une vendeuse où c'était nos locaux, quoi. D'accord. Okay. Il semble avoir vu des étagères. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, les gens ne pouvaient pas rentrer dans la boutique et acheter une paire de chaussettes. Si, ils pouvaient, mais ça. C'est une boutique alors. Oui, non, parce qu'en fait, ils rentraient. Il y avait les deux bureaux. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que tu travaillais au milieu du showroom en fait. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Et après, l'impact que ça a, pour des petits projets comme ça, je pense que c'est assez négligeable. Il y a un peu d'image. Ça apporte un peu d'image, notamment pour l'export, etc. Les clients, si on vend en retail à l'export, c'est important pour ceux qui achètent, pour les acheteurs, que la marque ait un point de vente physique, parce que ça pose la marque en fait dans une certaine catégorie. Mais sinon, moi je pense que ça va pas. C'est plus d'embêtement, plus de frais, plus de charges pour pas grand chose en fait, puisque le 99% du chiffre d'affaires il se fait en ligne. Ouais. Donc, Grégoire, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit Ah non, pas du tout. En fait, même je pense que ce serait complètement impossible. En fait, nous, du coup, les coûts de distribution chez nous, ils sont quasi nuls, quoi, par rapport à un coût de boutique. Et nous, les frais qu'on pourrait avoir à mettre dans des boutiques, on les met en fait dans le service. Donc, on les met dans les personnes en plus qui sont là, qui font des retouches, qui font du service aux clients. Et ce qui fait que par la magie du web, du coup, eh bien les faire-part que reçoivent nos clients aujourd'hui sont plus beaux que les faire-part qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, parce qu'il n'y a plus de coûts de distribution et que on investit ces coûts de distribution dans le service. Et c'est ça qui est super important en fait. Voilà. Alors si tu n'as pas de boutique physique, par contre, est-ce que tu as des canaux qui sont nouveaux régulièrement? Est-ce que tu as des nouveaux canaux pour ce service? Dans l'e-commerce, il y a forcément l'email, le téléphone. À Nantes, on a des champions du chat pour les e-commerçants, par exemple. Oui, carrément. Alors, on est en train de tester le chat justement avec iAdvise sur notre site allemand, parce qu'on a lancé un site en Allemagne. On ne va pas s'emballer, parce qu'on fait très peu de ventes pour le moment. Et nous, en fait, on a un numéro de téléphone sur le site, donc on a un service client qu'on peut joindre, voilà, pas à toute heure, mais la journée. Et on ne fait pas d'email. Donc on fait pas de com, c'est impossible de contacter l'équipe. Ah non, on fait pas d'email, on fait pas d'emailing, voilà, on fait pas de newsletter, on fait que dalle là-dessus. Mais alors c'est souvent quelque chose qui est apprécié et utilisé par les marchands parce que c'est rémunérateur, il paraît. Ouais, en fait, on n'a jamais pris le temps de faire ça, quoi. Pas d'email non plus. Non, mais après je pense que c'est un choix en fait. Enfin, c'est un choix, c'est une façon de faire. Moi, je sais que j'ai horreur en fait de recevoir. Enfin, c'est pas que j'ai horreur parce que j'en reçois comme tout le monde 50 par jour. Mais je crois que absolument jamais j'ai cliqué sur. Enfin, j'ai peut-être cliqué, mais j'ai sûrement jamais acheté suite à un email. Et je pense qu'il y a une espèce d'overdose en fait et je pense que de rentrer là-dedans, enfin, ça peut desservir la marque. D'accord. Mais on est d'accord, il y a 99% des e-commerçants qui font de l'emailing. Parce que ça marche. Et vous, aujourd'hui, vous dites ne faites pas d'emailing. Non, parce qu'en fait, il faut différencier deux choses. Il y a ceux qui ont une marque et ceux qui revendent des produits. Ceux qui sont revendeurs, qui ont des boutiques énormes ou qui. Leur but, c'est de vendre et c'est une guerre commerciale permanente. Donc, effectivement, s'ils font pas ce que font les autres, ça. Voilà. Ouais. Mais pour une marque, en fait, l'image que ça renvoie, à mon avis, est pas super bonne. Il faut vraiment une occasion particulière pour le faire. D'accord. Non, je suis complètement d'accord. Vraiment, nous en plus, c'est nos produits, c'est pareil, quoi. C'est nos designs, on est les seuls à le vendre, donc ça aussi, c'est une vraie force. Et vraiment faire du mail, moi, c'est quelque chose. Ça, pareil, je déteste ça, donc voilà, okay. On n'en fait pas. Pour revenir sur l'international, parce que du coup, on a essayé de donner quelques conseils
depuis 30 minutes qu'on parle. Ces conseils s'appliquent dans les autres pays. Tu as revendu à Spreadshirt, qui était une boîte allemande, qui est une boîte allemande toujours, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'en fonction des pays européens et même au-delà, la façon dont on va faire rêver les internautes va être la même ou c'est compliqué à chaque fois qu'on ouvre une j'en sais nouvelle rien boutique? du tout, parce que c'est à mon avis très compliqué. Enfin, j'ai jamais eu en fait enfin, j'y ai pensé plusieurs fois, mais c'est en termes enfin, culturellement déjà, enfin, c'est compliqué de communiquer dans un pays qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire que, enfin, de communiquer tout simplement, c'est-à-dire qu'on connaît pas les vecteurs de communication, on ne sait pas à qui s'adresser pour faire enfin, connaître un peu la marque ou le site. Et après, techniquement, il y a encore il y a des contraintes techniques qui font que, par exemple, en Allemagne, je crois qu'ils ont très peu de cartes bleues. C'est-à-dire que enfin, ils ne peuvent pas acheter réellement en ligne avec une carte bleue, donc c'est un peu compliqué. Et je pense que le marché français, à mon échelle, enfin, pour le genre de projet que je lance, est largement suffisant pour faire vivre le site. Et alors, dans ta veille un peu quotidienne pour Need, tu publies régulièrement des exemples de boutiques et tout, est-ce que tu as vu des marchands étrangers qui font des choses qui sont un peu surréalistes et qui ne fonctionneraient pas en France culturellement aussi, peut-être? Non, mais en fait, je pense que le problème qu'on a en France, c'est qu'on parle français principalement et on est assez peu porté sur l'anglais. Et du coup, à l'inverse, par exemple, il y a beaucoup de sites allemands, enfin, il y a quelques sites allemands ou autrichiens, ou même dans les pays du Nord, qui sont faits en fait. Puisque je pense que c'est pour des raisons commerciales, parce que leur pays est plus petit que la France, et du coup, ça leur permet de s'adresser au monde entier. Mais ils créent le site directement dans leur langue, en allemand ou en suédois et en anglais. Et du coup, en fait, la propagation de ces sites-là se fait, enfin, j'ai un ou deux exemples, mais se fait de façon mondiale. Et ce qu'on arrive assez peu à faire en France sur les petits projets. Mais t'as pas envie pour ton prochain projet de faire une version anglaise du site, par exemple? Tu dis on n'arrive pas à le faire, mais t'as pas créé une version anglaise d'Archiduchesse en si. Plus tard, non? C'était pas dès le départ? Si. Non, dès le départ non, mais après le site est traduit, je crois, il y a 2 ou 3 langues. D'accord. Mais il y a la proportion de commandes est très très faible, mais ça vient peut-être aussi du nom, c'est-à-dire qu'en amont, le Archiduchesse déjà en français c'est dur à dire, alors j'imagine pour un Allemand ou un Anglais. Ouais. Mais moi, ça m'attire pas parce que je parle assez mal anglais déjà, et puis j'arrive à le lire et à le comprendre, mais je suis pas anglophone, anglophone, ouais. Et du coup, je préfère rester en fait sur des projets. Il y a largement de quoi faire. Je me rappelle plus du nombre de clients d'Archiduchesse, je crois que c'est quelque chose comme... déjà au niveau des fans Facebook, je crois à peu près 15 000 fans, je crois que c'est à peu près équivalent au nombre de clients. Et il y a largement de quoi avoir 150 000 clients en France et décupler le chiffre d'affaires, donc c'est pas... Grégoire, du coup, t'as ouvert une seule boutique à l'étranger ou Ouais, exactement. Alors on n'a pas gardé fairparnaissance.fr, là du coup on a acheté le nom de domaine équivalent, donc on s'appelle en Allemagne geburtskarten.com et c'est le même site, hein, donc on a fait quelques modèles un peu spécifiques, voilà, avec des petits habits de Bavarois, là, c'est assez mignon. Et tu sens des différences? Alors toi, ta spécificité du coup c'est le service, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sens des vraies différences? Oui, et le design, pardon, mais au-delà du produit, c'est ça que je voulais dire. Au-delà du produit, du coup, tu as le service qui est clé chez toi. Tu sens déjà des vraies différences aujourd'hui en Allemagne par rapport à ça? Tu as lancé il y a combien de temps en Allemagne? On a lancé tout début décembre, mais on galère. Il y a 6 mois. Ouais, mais ça représente vraiment pas grand-chose pour le moment. Donc, en fait, nous, par rapport à Patrice, nous, on a des rêves de tycoon européen. On aimerait bien être présent dans quelques pays. Et puis voilà, on aimerait bien avoir une marque... dans quelques pays européens. Voilà, donc on s'attache à construire la marque Rosemood. Alors c'est pas évident parce qu'en plus même en France où on a des clients, notre site s'appelle Faire par naissance et il n'y a jamais la notion pour des raisons de référencement, de SEO, on a fait ça, mais du coup la marque Rosemood elle est absolument pas présente sur le site, donc déjà il faut qu'on rame pour rattraper tout ça et donc on aimerait bien que cette marque s'installe à l'étranger alors avant de tirer des conclusions hâtives, on va essayer de lancer aussi en Angleterre et puis et on va voir, mais c'est vrai qu'en fait on repart de zéro, quoi, vraiment. Il faut faire des nouveaux designs, c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes usages. Justement, je ne connais pas ces usages encore. D'accord. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà dû en 6 mois pour l'Allemagne
lancer des dispositifs spécifiques pour ce pays parce que ils sont pas habitués à payer en carte bleue et ils sont habitués par contre à tel niveau de service ou la capacité de contacter leurs commerçants de telle façon, d'être livré d'une façon, j'en sais rien, hein, mais est-ce que déjà tu sens des spécificités comme ça et qui sont clés pour pouvoir faire rêver encore une fois des internautes à l'étranger ou en tout cas au moins les convaincre d'acheter ton produit, quoi. Sur les moyens de paiement, carrément, ouais, on était en carte bleue au départ, et puis là, j'ai dû me résoudre à mettre PayPal, et donc voilà. Donc maintenant, on a quelques commandes sur PayPal, mais puis il va falloir faire du virement aussi, même des trucs. Enfin, bon, il y a des moyens de paiement un peu exotiques là-bas. Donc ça, on est en train de mettre en place. Et sur le service, non, pour le coup, là, on n'a pas encore ce retour sur. Il nous manque ça, on le sait pas. On sait qu'ils sont contents du service qu'on apporte. On a le sentiment aujourd'hui que le service qui est calqué sur celui qu'on apporte en France. Sauf que tu ajoutes du chat en Allemagne que tu n'as pas fait ici. Ouais, exactement. Mais alors j'ai tellement peu de trafic, okay. J'en tellement que on en est encore moins sur le chat. D'accord. Voilà, donc c'est pas significatif aujourd'hui malheureusement. Ok. On a beaucoup parlé. Pardon. Non, mais on découvre complètement, quoi, et on débroussaille, et c'est pas facile. Voilà. On a beaucoup parlé de produits B2C, des faire-part, des chaussettes. Est-ce que dans le milieu du B2B, c'est possible aussi de... Je te vois faire des grands yeux, genre, qu'est-ce qu'il me pose comme question? Non, parce qu'en fait, je pense, oui, c'est sûrement possible, mais je pense que c'est plus fréquent dans le B2C, puisque ça a une vraie raison d'être. C'est-à-dire que, il y a... les professionnels doivent acheter régulièrement des produits sur Internet pour leur bureau, pour des consommables aussi parfois, je sais pas, et d'essayer d'avoir voilà, un service sympa, une marque sympa, des produits peut-être un peu plus originaux que d'autres. Non, ouais, mais je pense pas que ça soit, pour le B2B, je pense pas que ça soit ça peut fonctionner pour certains produits, mais je pense pas que ça soit le besoin. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus, les professionnels ont plus le souhait que le colis soit livré à temps, qu'il soit facturé en fin de mois, que généralement, en fait, quand ils sont clients d'une marque, ils restent clients. Voilà. Et après, ce dont on n'a pas parlé en fait, pour rendre le produit sexy, c'est le storytelling, tout ce qui est fait en fait autour de la marque et qui est de la communication en fait directe avec les clients. Et effectivement, en fait, il faut, comme Grégoire disait, il faut être il faut être parfaitement honnête et sincère en fait dans cette communication, parce que c'est la forme de communication qui marche le mieux, c'est-à-dire que raconter en fait les choses positives de la marque, raconter aussi les choses négatives, c'est-à-dire que quand quelque chose marche pas ou quand et plus on a cette sincérité envers les clients et plus les retours sont importants et plus la propagation se fait. Donc c'est un des fondamentaux aussi en fait. Donc il faut savoir écrire, il faut savoir raconter son histoire, il faut savoir produire du contenu. Alors c'est pas une obligation, hein, mais c'est parce que je pense que pour Grégoire, par exemple, c'est un peu plus... Enfin, il pourrait le faire, je sais pas si tu le fais. J'ai un blog, mais je fais 2 articles par an, donc c'est... Voilà. Non, mais c'est pas une obligation, mais c'est juste un moyen de communication qui est gratuit, qui coûte vraiment strictement rien, si ce n'est du temps, et qui est extrêmement puissant si c'est bien fait et si c'est... voilà. Ok. Il nous reste 10-15 minutes. Je vois la salle qui s'est remplie. Je suis très content. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Parce que je pense qu'il y a probablement des marchands dans la salle. N'hésitez pas. La première question est toujours compliquée. Ah, j'ai vu une main qui s'est levée là-bas. Est-ce qu'on a des micros à faire passer? Ouais, parfait. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bravo pour vos 2 expériences et merci d'en parler. Je voudrais faire juste un petit comparatif par rapport à ce que moi j'ai vu hier sur les startup story. J'ai l'impression quand même qu'il y a une différence. C'est que les startups, les 3 personnes qui sont venues présenter hier après-midi leur startup, elles ont beaucoup parlé de bricolage au début. Elles ont dit on a bricolé, on a tâtonné, on a fait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même qualité dans une start-up, alors que là, vous êtes arrivé sur un marché où il fallait j'ai l'impression, se détacher, se démarquer vraiment. Donc vous mettez beaucoup plus, vous faites beaucoup moins de bricolage et vous êtes obligé de faire beaucoup plus de qualité. J'ai l'impression qu'une start-up qui arrive sur quelque chose de nouveau.
Alors je sais pas, c'est Non, peut-être un... je pense qu'en fait c'est une vision qu'on peut avoir de l'extérieur, mais non, mais en fait on bricole. C'est-à-dire que enfin, si le bricolage en fait n'avait pas fonctionné, on serait pas là, le site n'aurait pas marché et on n'aurait pas à raconter, voilà. Mais en gros, tout le monde bricole, à mon avis, au départ. C'est-à-dire que les photos des chaussettes qui sont sur le site d'Archiduchesse, je les ai faites chez moi, je crois, avec une caisse en carton. On voit rien en fait, mais la photo et le rendu est chouette. Mais en fait, si on voyait l'extérieur, ça serait invendable, quoi. Et nous, en fait, on a vachement bricolé sur le modèle économique au départ. C'est-à-dire qu'on a tenté des choses qui n'ont pas du tout marché. Là, on a vraiment galéré. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour lancer notre site de faire part là-dessus, on avait tout de suite des choses auxquelles on adhérait. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça m'intéresse si vous l'acceptez, de creuser un peu du coup ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous avez tenté des trucs en termes de com, en termes de discours, en termes de modèle économique, comme tu le disais, où vous vous êtes dit, moi je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, ça va améliorer le rêve qu'on vend un peu à nos clients. Et en fait, quelques mois après, vous vous êtes dit, j'ai perdu du temps, ça n'a pas fonctionné. Parce que monsieur a raison, c'est vrai que c'est dans les startups. On tente, on se plante sur des trucs, en fait, on change. Oui, par exemple, on avait essayé avec Archiduchesse de mettre un éditeur qui permettait en fait de dessiner maille par maille sur la chaussette. Donc ça faisait en fait des visuels en répétition. Donc les gens pouvaient créer. On avait mélangé en fait la fraise et Archiduchesse et du coup ça donnait ça. Et donc ça a duré quelques mois, presque un an, je crois. Et puis après, en termes de, moi je trouvais de l'extérieur que ça cassait le concept simplissime du site, qui était de dire c'est des chaussettes dans 50 couleurs, fabriquées en France. Et du coup, ça perdait de l'impact. Et du coup, on l'a arrêté. Mais l'avantage qu'on a en fait en ayant un e-commerce, c'est qu'on peut tester les choses. L'impact, en fait, le retour, il est immédiat. C'est-à-dire qu'on a le tableau de bord, c'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre de commandes, c'est le nombre de ventes. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une start-up qui est dans le service où c'est un peu plus obscur, c'est moins quantifiable en fait que sur un commerce. Grégoire, il y a des trucs qui n'ont pas marché. C'est quoi les essais de modèle économique sur notre projet là de média familial, là, ça a complètement foiré, donc on n'y est pas arrivé. Sur les faire part eux-mêmes, on n'a pas lancé des choses qui n'ont pas marché, sauf actuellement, on lance des choses qui ne marchent pas actuellement en fait. Donc l'international vraiment. Voilà. Et puis on a une grosse problématique de virage touch nous aussi, c'est-à-dire que on a conçu le site pour PC. PC, donc il y a 4 ans, et sur le touch, là c'est vraiment compliqué, quoi. La partie mobile. Ah bah ouais, en fait, surtout faire son faire-part sur une tablette, ça a vachement de sens, qu'on est assis sur son canapé, c'est super sympa. Sauf que soit il faut faire une appli, soit on essaie de le faire sur le site en HTML5. Nous, notre moteur de personnalisation de faire-part, sur lequel on avait mis un gros focus aussi il y a 4 ans, ça j'en avais pas parlé, mais ça aussi, ça a été un des peut-être moteurs du succès. Il est en Flash, et du coup, il marche pas sur les tablettes. Donc là, on a sorti un outil en HTML5 en version bêta, mais qui n'est pas satisfaisant pour le moment. Et on a une très forte part de trafic sur Touch, mais la part de chiffre d'affaires sur Touch, elle est risible, quoi. Et pour nous, c'est pas que c'est inquiétant, mais c'est en fait, on a construit quelque chose il y a 4 ans pour PC, mais il faut tout refaire, quoi, pour le Touch, pour l'avenir. Et aujourd'hui, on n'y est pas, et on n'a pas forcément toutes les compétences pour faire ça en interne. Donc c'est pas évident. D'autres monsieur là-bas. Bonjour. 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 Merci pour vos expériences. Il y a peut-être un point commun dans vos produits, c'est que vous avez des produits qui sont, comme disait Grégoire tout à l'heure, à forte charge émotionnelle. On travaille sur du faire-part, quelque chose qu'on fait une fois, enfin quelques fois dans sa vie. Et même au niveau des chaussettes, c'est finalement un accessoire de personnalisation qui est important dans un monde de costumes. Et même le jean devient un uniforme aujourd'hui. On se démarque avec les chaussettes ou les sneakers. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous entretenez consciemment dans votre travail quotidien? Est-ce que ça vient naturellement avec le produit et finalement il n'y a rien à faire? Et est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment entretenir, voire accroître ce facteur émotionnel, et comment? Moi, je pense que, c'est ma vision des choses, mais je pense que je pourrais pas vendre un produit dont je serais pas client et qui serait pas en fait, qui justement porterait pas cette charge émotionnelle. Je pense que c'est extrêmement important
pour ma façon de le vendre, je pourrais pas en fait vendre effectivement des clous ou des boîtes de conserve ou quelque chose qui pour moi en fait aurait pas d'intérêt particulier. Ça résonne en vous, c'est dans les tripes. Ouais. Et je pense que pour être un bon vendeur en ligne, comme pour être un bon vendeur en fait dans le retail, il faut aimer son produit et il faut être capable en fait de réellement le vendre parce qu'on y croit en fait. Je pense que c'est l'essence en fait du truc. Il faut croire dans son produit, dans son concept, et ça transpire aussi bien en vrai qu'en ligne. Ça a l'air naturel chez vous, félicitations. Ouais, non, non, ça l'est pas en fait. Ouais, non, enfin complètement d'accord. Et puis le faire part en plus, c'est vrai, donc ça a une vraie charge émotionnelle, une vraie valeur émotionnelle. Donc nous, en fait, ce qu'on dit à toutes nos équipes, et elles font ça de manière naturelle de toute façon, et c'est sur cet aspect aussi qu'on les intègre chez nous, c'est que on se met à la place du client. Donc, comme tu disais, ils font trois fois un faire part dans leur vie, donc on ne peut pas se permettre de louper ça. Et s'ils veulent quelque chose qui soit comme ci, comme ça, on va le faire. Et on va même essayer d'aller au-delà de ce qu'ils souhaitent pour qu'ils soient encore plus heureux quand ils vont ouvrir leur beau packaging qu'on a fait sur mesure pour que le faire part apparaisse comme dans un écrin et qu'ils soient super contents dès le premier coup d'œil, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Man Today. Oui, on m'a encore lancé un défi, je suis désolé messieurs. Je crois qu'un certain monsieur Perrault a lancé un défi au Man Today, rendre une éponge dégueulasse complètement sexy. Donc, je vais essayer. Bien sûr. Alors, vous avez été élu Miss Sponge 2014. Man Today. Oui, et alors, votre storytelling. Je viens d'une petite famille d'éponges. J'ai gravi l'ensemble des marches vers le sommet. Oh, et en plus, vous êtes humble. J'adore ce que vous faites, Miss Sponge. Moi aussi. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, Miss Sponge. Oui, oh, je t'aime. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Bravo. Merci. Si vous avez des questions vraies maintenant, vous pouvez y aller. Et donc vous pouvez encore soumettre des défis à Man Today toute la journée pour les autres conférenciers. Voilà. Bonjour. Donc vous entendez parler de développement international, et en tout cas moi Europe. Et en vous écoutant, je me demandais si c'est pas plus simple plutôt d'essayer de conquérir l'Europe à partir de la France, donc sans forcément comprendre culturellement ce qui se passe ailleurs, de dupliquer plutôt vos sociétés, prendre des associés allemands, des employés allemands qui connaissent déjà à la base, et plutôt que de redécouvrir une culture, de prendre des gens de la culture. Ouais, c'est une question qu'on se pose en permanence, on se la pose en tout cas. Bon, déjà pour faire le site allemand, on a des Allemands dans l'équipe, hein, donc ils ont cette culture-là. Mais après, de toute façon, la question se pose si par exemple le site allemand fonctionne correctement, il faudra qu'on recrute des Allemands pour opérer tout le service dont on parlait. Et ça se fera qu'en Allemagne, on ne pourra pas recruter autant d'Allemands qu'on le souhaite ici à Nantes. Mais après, en amont, comme tu disais, la conception, l'offre. Aujourd'hui, on a deux personnes qui ont parfaitement cette culture allemande dans l'équipe. Donc je considère qu'on est bon pour le moment. Mais bon, je considère qu'on est bon, mais les résultats ne sont pas là. Vous savez, Patrice, tu as peut-être observé comment est-ce que ça se passait chez les autres marchands. En général, c'est ça, il y a des équipes dédiées par pays pour que ça puisse fonctionner, ou il y a des gars un peu tout seuls. Oui, c'est le processus naturel. Je suis au board de Capitaine Train, par exemple, qui est une société qui vend en fait des billets de train au travers des qui est une super société. Ouais. Et effectivement, ils recrutent, ils sont sur le marché allemand, donc ils ont recruté un Allemand pour s'occuper à plein temps de ça. Ils ont réussi à rendre le billet de train sexy, alors que c'était très compliqué sur le site. Là, pour le coup, c'est un excellent exemple de service où effectivement le produit est devenu sexy, alors qu'à la base c'était une purge de commander un billet de train sur les sites existants. Et alors, dans le cas d'Archiduchesse, la marque, toute l'histoire autour a été clé, la relation avec la communauté. Dans ton cas, le service a été clé. Quel Capitaine Train, c'est l'expérience aussi sur le site, la rapidité à commander un billet qui est clé. Donc
l'expérience utilisateur, c'est important. C'est dans extrême. le pour le service, c'est l'essentiel, c'est le produit. Donc effectivement, là c'est trois ingénieurs en fait qui ont déjà il fallait s'interconnecter avec les serveurs qui ont les billets de train, c'est un truc phénoménal. Et après tout le processus a été, ils ont optimisé au maximum. Ils le font au quotidien toujours en fait. Et plus ça va, et plus le service est royal, quoi. Ça enregistre sa carte bleue, on a un compte, en 3 clics en fait, on a un billet de train. Moi, je peux plus m'en passer, je le dis sincèrement. Ouais, voilà. Ouais. Il nous reste le temps pour une dernière question, je pense. Sinon, on va remercier nos gentils intervenants pour tous ces conseils ce matin. Vous restez sur le Web Today aujourd'hui ? Oui. Bon. Merci beaucoup.